Bienvenue à tout le monde. Donc, je suis Sandrine Charpentier, je suis CEO et cofondatrice de Mixity. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire expert. Donc, avec Mixity, on organise régulièrement des webinaires experts sur des sujets autour de la diversité et de l'inclusion. Et aujourd'hui, avec l'actualité que nous connaissons, nous avons décidé de consacrer ce webinaire à la place des femmes dans les instances de gouvernance. Donc, on va en parler un petit peu après, évidemment, avec nos deux intervenants experts qui vont pouvoir se présenter. Dans un premier temps, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, je vais partager mon écran et puis je vais vous dire quelques mots sur Mixity. Donc, Mixity, c'est une solution digitale qui permet aux entreprises et aux organisations de s'évaluer et de piloter leur politique diversité et inclusion. Donc, ce système de pilotage et d'évaluation repose sur un référentiel neutre qui s'appuie sur 5 grands piliers, l'égalité professionnelle femmes-hommes, le handicap, Si je suis un peu comme ça. la diversité culturelle, la diversité générationnelle. Ah, il y a un... Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ça a coupé pendant un petit moment là. D'accord, d'accord. Donc, Mixity permet aux organisations, à partir d'un outil digital très simple, de générer un score, une empreinte diversité et inclusion qui représente les engagements et l'impact des politiques diversité et inclusion que les organisations mènent. Et également d'avoir des indicateurs de pilotage pour suivre ces plans d'action et ces stratégies, identifier ses points forts, identifier ses axes d'amélioration et surtout construire et développer ces plans d'action. Donc, on intervient aux côtés d'entreprises dans différents domaines, de toute taille, parce qu'on accompagne, on a des référentiels qui permettent de s'adapter aussi à la taille de l'entreprise. Et puis, on est soutenu et on travaille évidemment en étroite collaboration avec le ministère en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances, et puis le Haut Commissariat à l'inclusion qui dépend du ministère du Travail. Il y a aussi cette volonté de s'engager de plus en plus à encourager les entreprises à mesurer et à s'évaluer sur ce sujet de la diversité et de l'inclusion. Donc, on voit qu'aussi les choses bougent beaucoup et qu'il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets aujourd'hui. On a 3 typologies de solutions, donc une évaluation qui porte sur la politique globale diversité et inclusion, donc qui permet effectivement de générer une empreinte et des scores sur les 5 items de la diversité dont je vous ai parlé juste avant. On a aussi une évaluation qui est spécifique sur l'égalité, les politiques d'égalité professionnelle femmes-hommes, qui s'appelle Mixity Gender, qu'on a déployé récemment aussi pour des entreprises qui veulent faire un focus spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, on a aussi un 3e module qui permet d'évaluer le sentiment de diversité et inclusion, le ressenti des collaborateurs sur les politiques que les entreprises mènent autour de la diversité et de l'inclusion. Donc, tout ça, ce sont des données qui permettent vraiment d'objectiver les plans d'action et les démarches diversité et inclusion pour vraiment travailler cette culture de l'inclusion dans les organisations. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir pour ce webinaire sur la place des femmes dans les instances de direction, de décision, nos 2 intervenants experts à qui je vais passer la parole pour se présenter. Donc, Pascal Thébé, qui est membre du comité exécutif d'Alliance et sponsor engagé sur la diversité et l'inclusion. Et puis, Lucille Desjonquers, qui est PDG de Leaders Associates et présidente de la branche française de l'International Women's Forum. Donc, bienvenue à tous les 2. Je vais couper mon écran pour que vous puissiez vous présenter, nous dire 2 mots avant de lancer et de refaire un point sur les chiffres clés autour de la place des femmes dans les instances de décision. Je ne sais pas si… Eh bien, bonjour. Pascal. Vous m'avez cité en premier, chère Sandrine. J'ai fait toute ma carrière jusqu'à présent dans le secteur de l'assurance, notamment dans le groupe AXA, et depuis 12 ans maintenant chez Alliance France, dont j'avais rejoint le comité exécutif. J'ai fait un certain nombre de missions au sein de... Ah, on ne vous entend plus, Pascal.
Il a coupé son micro sans faire exprès. Oui, je crois que vous avez coupé votre micro. Vous avez en bas à gauche, un petit picto. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Allô, allô? Oui, c'est parfait. On vous entend. Bon. Du coup, c'est moi qui vous entends plus maintenant, Sandrine. Ah, vous m'entendez? On est bon? Oui, Je vous entends et réciproquement, c'est bon? c'est bon. Très bien. Donc, j'ai rejoint Alliance France il y a 12 ans maintenant, dans diverses missions au sein de notre COMEX, comité exécutif. Donc, j'ai travaillé sur la partie compte technique et produits, puis ensuite sur tout ce qui était autour du digital, du marketing. Et là, depuis quelques semaines, je suis en quelque sorte la personne qui aide notre directeur général à piloter beaucoup de sujets, tout en restant engagé sur un de nos axes stratégiques qu'on a défini depuis quelques semaines également dans notre plan à 5 ans, qui est l'axe de l'humain, qui est orienté autour de tout ce qui concerne les collaborateurs et les clients. Et comme vous l'avez dit, je suis aussi sponsor de diversité et inclusion, également sponsor de notre projet bien-être en entreprise. Sur ma carte de visite en anglais, je rajoute Chief Happiness Officer. Merci d'être avec nous, Pascal. On est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui dans ce webinaire. Lucille? Également. Alors moi, je m'appelle Lucille Desjonquières, je suis chasseur de tête depuis 20 ans, après avoir eu un parcours de 12 ans dans l'industrie pharmaceutique à des fonctions marketing. Et je suis tombée un peu dans les RH par hasard et je n'en suis plus jamais partie parce que l'humain me passionne. Et en créant Leaders Associates en 2013, j'ai voulu y mettre du sens. Nous étions au cœur de la loi Copé-Zimmermann et j'ai pensé que créer un pôle dédié pour aider les sociétés à féminiser les conseils d'administration pourrait être une chose intéressante. Et donc, ce qui fut dit fut fait. Et nous avons, au sein du cabinet Leaders Associates, créé le pôle Femmes au cœur des conseils. Et comme nous avons été assez proactifs et que ça s'est rapidement su, il y a un réseau américain de femmes influentes qui s'est légitimement dit que je rencontrais des femmes formidables tous les jours et que de ce fait, j'avais la légitimité de prendre la présidence et de créer le chapitre français. Donc, International Women's Forum, c'est l'acronyme est IWF et j'ai le grand honneur et la joie d'avoir donc lancé ce chapitre il y a 4 ans. Et chaque pays s'engage sur des sujets clés. Et bien sûr, en France, nous avons choisi les femmes dans les conseils d'administration et dans les COMEX. Merci Lucille, on est vraiment ravis aussi de vous avoir et on sait aussi, on connaît tous vos engagements pour vraiment agir concrètement sur le terrain et partout dans les entreprises sur ce sujet. Donc, on est vraiment ravis d'avoir votre témoignage, ça va être aussi très intéressant, sachant que l'objectif de ces webinaires, je le rappelle rapidement, c'est vraiment de faire témoigner des entreprises, des représentants d'entreprises qui agissent concrètement sur ces sujets pour partager des bonnes pratiques et dire aussi comment on peut, à quelle que soit la taille de l'entreprise aussi, s'emparer de ces sujets et progresser. Et puis aussi, donc en complément, d'avoir un des solutionneurs de Mixity avec qui on travaille aussi sur ces sujets et qui concrètement aussi accompagne les entreprises sur ces différents enjeux. Donc, nous avons souhaité adresser pour ce webinaire le sujet de la place des femmes dans les instances de décision parce que c'est un levier clé des politiques d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et puis, malgré le contexte qu'on connaît aussi de la crise sanitaire qui nous impacte à tous les niveaux, notamment dans les entreprises aussi, eh bien, on se rend compte que 2021 va être une année clé sur ce sujet, avec une vraie volonté de continuer de progresser et de continuer d'agir pour féminiser les instances de gouvernance. En France, on fait partie je crois qu'on est le pays le plus avancé sur la féminisation des conseils d'administration dans le monde. Mais c'est pas tout, puisque en fait finalement avec la loi Copé-Zimmermann, et on va y revenir tout juste après,
On pensait qu'il y aurait un ruissellement naturel vers les autres instances de gouvernance que sont les COMEX, les CODIR dans les entreprises, et finalement, ça reste encore assez timide. Donc, on va en parler évidemment avec nos deux intervenants. Et puis, on a une actualité très, très riche sur ce sujet, puisque on entend dans les médias et nos représentants politiques s'exprimer sur on en parlait juste avant en préparation du webinaire, sur un projet de loi qui irait plus loin dans l'incitation à féminiser les instances de gouvernance. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui s'est dit favorable au quota parce que ça donne des résultats, notamment sur les conseils d'administration, s'est engagé à légiférer sur ce sujet. Bon, après, ça risque d'être peut-être un peu complexe, mais on en reparlera tout à l'heure avec nos deux intervenants experts. Alors, la loi Copé-Zimmermann, rapidement, parce que je pense que peut-être vous avez déjà lu des informations sur ces sujets, mais c'est bien de reposer les chiffres aussi, parce qu'avec Mixity, on est très engagé sur objectiver les choses et donner des chiffres. La loi Copé-Zimmermann fête ses 10 ans. Donc, quand on fait le bilan, on voit qu'effectivement, ça a eu un réel impact sur la féminisation des conseils d'administration en France. Aujourd'hui, on a une femme sur 4 qui font partie des conseils d'administration en France, en tout cas pour les entreprises du USBF 120, pardon. Voilà. Et donc, pour rappeler la loi, effectivement, la loi impose au conseil d'administration et surveillance une proportion d'administrateurs de chaque sexe ne pouvant pas être inférieure à 40%. Et ça concerne les sociétés cotées et ou de plus de 500 salariés. Et le seuil a été récemment étendu aux entreprises de plus de 250 salariés en 2020. Du non-coté, là, du non-coté. Et non-coté, exactement. Non, mais les 500 salariés qui ont été ramenés à 250, c'est oui, pour les non-coté. C'est non-coté. Voilà. Merci. Et donc, sur les chiffres clés, donc, comme je vous disais, la France est numéro 1 au monde sur la féminisation des conseils d'administration. On a donc 46% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises en 2021. Si on prend les entreprises non cotées, on a encore des efforts à poursuivre, parce qu'on est à 24%. On a on avait en 2011 20,8% de femmes dans les CA, donc on voit qu'il y a quand même eu un énorme progrès en 10 ans. On a aussi des entreprises qui se sont engagées pour la parité parfaite, donc j'en ai quelques-unes là en citation comme la RATP, Sodexo, Kering, Ipsos. Donc on voit qu'il y a aussi des engagements à vraiment aller jusqu'à la parité. Et puis l'impact aussi de cette loi qui concerne la féminisation a aussi en complément permis de diversifier, d'apporter une diversité, on va dire, culturelle et sociale dans les conseils d'administration, puisqu'on voit aussi que la part des diplômés des très grandes écoles est passée de 36% en 2008 à 26%, enfin presque 27% en 2017. Donc, on voit aussi que finalement, cette volonté d'aller vers la mixité permet… Il y a un micro à couper, merci. Et donc, il y a aussi finalement cet impact qui permet d'avoir une plus grande diversité aussi culturelle, notamment dans les nationalités. On voit aussi qu'il y a davantage de nationalités qui arrivent dans les COMEX liées à l'impact aussi de cette volonté d'ouvrir les profils dans ces instances de gouvernance. Voilà. Sandrine, est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce que vous venez de dire? Bien sûr. Oui, le SBF 120 a bien joué le jeu, mais vous avez toutes les autres sociétés cotées à partir de la 121e jusqu'à Euronext Growth, où là, elles ne sont pas concernées parce qu'elles sont trop petites, qui devraient être à 40% et qui ne le sont pas, et qui sont plus près d'être en dessous du 30%, voire 25%, et celles-là ont des efforts à faire. Voilà, oui, c'est ça, c'est les 24%. Et il faut rappeler que les sanctions ne sont pas appliquées. Donc, tout à fait. Mais la RSE, le SG et tout ça, l'idée n'est pas d'appliquer les sanctions, mais de faire prendre conscience que cette loi Copé-Zimmermann a très bien marché sur le SBF 120 et la presse le cite tout le temps. Mais n'oublions pas toutes les centaines autres concernées qui ne sont pas du tout aujourd'hui en phase avec la loi. Et on le voit effectivement aussi dans l'obligation de publication des rapports qui concernent les entreprises cotées, où là, effectivement, la loi est respectée. Et dès qu'il n'y a plus cette obligation de publier des rapports, on a moins ce phénomène aussi de féminisation des instances de gouvernance.
Donc, effectivement, c'est bien de souligner ce point. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on attendait effectivement un impact sur les autres instances de gouvernance, comme les COMEX et les CODIR. Et effectivement, il y a évidemment une progression, hein, on voit que les chiffres avancent, mais il reste quand même des efforts à faire, parce qu'on reste quand même finalement sur 2 femmes sur 10 dans les COMEX, notamment des entreprises du CAC 40, et puis aussi dans les instances dirigeantes des PME françaises. Donc avec seulement 2 femmes sur 10 dans ces instances, d'où effectivement l'importance d'en débattre et de voir comment on fait aussi concrètement pour encourager cette féminisation et donner des clés pour que ça bouge, pour que ça avance dans les entreprises plus vite que ça. Et donc, pour conclure sur ce focus de chiffres, je voulais bien évidemment montrer aussi l'exemple d'Allianz. Pascal pourra en parler aussi tout à l'heure. Allianz qui est exemplaire sur ses engagements autour de la féminisation des instances de gouvernance. Donc Mixity a évalué la politique diversité et inclusion d'Allianz, notamment sur l'item égalité femmes-hommes. Et donc là, vous voyez les indicateurs avec les taux de femmes au sein du conseil d'administration, dans le COMEX, CODIR, et le taux de femmes managers qui est partout à tous les niveaux supérieur à la moyenne nationale des entreprises évaluées sur Mixity, ce qui montre un engagement très, très, très fort sur ces sujets-là, mais je laisserai Pascal en parler juste après. Alors, pour commencer et vous donner la parole, Pascal, autour de ces sujets, moi, j'avais une première question. Vous êtes vous-même donc sponsor au COMEX et pour Allianz de la diversité et de l'inclusion dans votre organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment le groupe Allianz a commencé à mettre en place ce que vous appelez, et ce que j'aime bien, donc je reprends ce terme, la notion de affirmative action. À quel moment vous avez décidé de vous engager fortement au niveau du groupe sur la féminisation des instances de gouvernance et d'où est venue l'impulsion? Alors, je dirais que depuis que je suis 12 ans chez Allianz, j'ai toujours senti une volonté forte de faire croître l'influence des femmes. C'était déjà une notion qui existait donc il y a plus de 10 ans, qui était de travailler sur les différences de salaire à poste équivalent entre les hommes et les femmes, et de travailler sur la promotion des femmes aux échelons du management et aux échelons des cadres de direction. Et c'est quelque chose qui a été effectivement bien mené, en bonne continuité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a 45% de femmes managers, et nous avons 40% de femmes qui ont un statut de cadre de direction. Donc, nous sommes à peu près 10 000 collaborateurs salariés en France, à la fois administratifs et commerciaux, et nous avons à peu près 150 cadres de direction. Et aujourd'hui, 40% des cadres de direction sont des femmes, alors que cette proportion, il y a 10 ans, était de 24%. Donc, ça s'est fait forcément en ayant des impulsions à la fois pour encourager les femmes à oser, à bien sûr se développer, à prendre leur part, notamment dans les modes projets. Et cela est également venu, bien sûr, de l'impulsion du haut et des choix qui étaient faits aussi sur les personnes. Donc, c'était déjà une impulsion. Concernant le conseil d'administration, c'était quelque chose qui, effectivement, au moment de la loi, était bien enregistré. C'est quelque chose, du coup, qu'on a mis en œuvre et en étant effectivement très, très volontariste. Et vous étiez gentille, Sandrine, puisque vous nous disiez que sur toutes les dimensions, on faisait mieux. La dimension du milieu du COMEX est un petit peu moins bien, ça, il faut le dire, sachant que effectivement là, on avait des équipes en place qui ne déméritaient pas. Et quand je suis arrivé, il n'y avait que des hommes à notre COMEX. Et je pense que dans les 10 ans précédents, à l'époque où la société s'appelait HGF, c'était déjà la situation donc purement masculine. Donc là, il y a eu un travail qui a été un peu plus long, parce que pour ces postes opérationnels où il y a beaucoup d'impact, il fallait effectivement créer l'impulsion, et ça a pris un petit peu plus de temps, puisque nous avons commencé la féminisation de notre COMEX en 2013, et nous l'avons renforcé en début 2018 en ayant deux femmes à notre COMEX.
nous sommes toujours à cette proportion aujourd'hui. Alors, il y a eu des, des mouvements, des personnes qui ont évolué au sein de notre groupe ou qui sont parties de l'entreprise, et nous en avons également recruté. Donc là-dessus, on est encore en voie de progression pour être plus représentative. Et pour nous, la façon la plus logique d'y arriver, c'est de continuer cette progression de la part des femmes dans les crans de direction et dans le cran qui est intermédiaire entre les cadres de direction et le COMEX, puisque nous avons également un statut de cadre de direction un petit peu plus, où nous avons également un travail continu sur la progression de la part des femmes, et c'est elles qui ensuite pourront, le moment venu, prendre leur part dans le COMEX. Merci, merci pour ces éclairages. Alors, il y a cette question que je voudrais vous poser, parce qu'effectivement, on a beaucoup de décideurs qui nous disent « mais nous, on est évidemment volontairement ouverts au fait de féminiser nos instances de gouvernance, mais quand on ouvre, j'en parlais encore tout à l'heure avec un dirigeant d'entreprise, quand on ouvre nos conseils d'administration, quand on fait des appels à candidats, à candidates, les femmes qu'on identifie ne veulent pas forcément voilà, se lancer, venir, aller postuler sur ces missions. Et on n'arrive pas à trouver. Alors, même si on est volontaire, on n'y arrive pas. Alors, comment vous avez fait, vous, chez Allianz, pour encourager aussi les femmes et faire monter les femmes dans ces instances de décision, notamment dans les crans intermédiaires dont vous parlez, qui sont aussi des lieux finalement de décision, qui ont un impact fort pour le pilotage de l'entreprise. Donc, c'est aussi des postes à responsabilité importante. Oui, je vous dirais qu'il y a eu deux choses, Sandrine. D'une part, que les femmes n'étaient pas toujours timides, et celles qui étaient, on va dire, dans le potentiel et la performance, et ça se décelait assez facilement, puisque nous avons mis également des instances de repérage et de un peu évaluation à 360, et pas uniquement par le management, pour voir comment tout le monde travaille. Et dès que les femmes émergeaient dans ces occasions-là, voilà, des postes à plus haute responsabilité leur ont été proposés. Et il est rarissime qu'elles se soient senties gênées de cela et fait une opposition. Parce que certaines d'entre elles étaient à temps partiel, par exemple, c'est souvent un marqueur un peu fort pour les femmes. Et ça n'a pas empêché du tout, dans beaucoup d'occurrences, de proposer la promotion, plus de responsabilités. Aujourd'hui, avec le travail nomade à distance, c'est beaucoup plus facile. Donc, tout est relativement facile dans l'environnement, d'une part parce qu'on a montré qu'on avançait sur l'égalité salariale à tous les niveaux, et d'autre part parce que dans les recrutements, nous faisions toujours attention à ce que tous les postes offerts à l'extérieur soient avec des candidats femmes. Nous refusions qu'il n'y ait que des hommes, et donc nous faisions toujours un input fort là-dessus, notamment dans les postes à responsabilité. Nous avons créé du mentoring, nous avons créé un réseau en faveur de la place des femmes. Bienvenue pour ce webinaire. Attention, il y a... Alors, nous avons un nouvel intervenant, apparemment. Il y a un micro qui est pas désactivé. Merci. Et nous avons bien sûr continué chaque année à faire attention à ces sujets de promotion et d'équité entre les hommes et les femmes qui, quelque part, leur ont donné confiance. Mais il y avait déjà, on va dire, dès que je suis arrivé, je voyais bien que les femmes qui étaient à l'aise dans leur poste et qui avaient du potentiel, c'était aussi parce qu'elles pensaient qu'elles pouvaient prendre plus de responsabilités. Elles ne s'en cachaient pas. Il y avait aucun, on va dire, il y avait aucun élément d'ambiance qui pouvait gêner. Et notamment par rapport à ce que j'ai pu connaître aussi dans un passé plus lointain, il n'y avait pas de culture autour du sexisme ou de la misogynie, notamment tout en haut de l'entreprise, où ce type d'approche était totalement proscrit et voire puni. Donc ça, nous l'avons également prouvé en signant un certain nombre de chartes, la charte T4She, la charte de stop au sexisme ordinaire en entreprise, la charte des Women's Principles de l'ONU. Donc tout ça, forcément, c'est vu à l'extérieur, c'est vu à l'intérieur.
les femmes qui postulaient à des postes chez nous, on leur a tout de suite présenté ces conditions-là. Donc tout est quelque part sans problème et sans obstacle. Favorable. Favorable. Très bien, merci beaucoup. Lucille, je crois que vous aviez peut-être une question pour Pascal sur les quotas notamment. Oui, alors déjà, je voudrais dire qu'effectivement, et vous l'avez souligné, il y a 2 plafonds de verre. Il y a le premier du conseil d'administration. C'est vrai qu'en pensant qu'il y aurait davantage de femmes dans les conseils d'administration, ça descendrait en vertical naturellement vers les COMEX, CODIR, et ce n'est pas le cas. Et dans les pays du Nord, c'est exactement la même chose, là où on a plus de recul, parce qu'il y a eu des quotas bien avant la France. Donc, lorsque vous disiez tout à l'heure que vous avez un chef d'entreprise qui vous a dit qu'il ne trouvait pas les administratrices indépendantes, j'ai pensé à vous. Comment? J'ai pensé à vous. Oui, parce que j'en connais tellement qui aimeraient l'être et qui sont légitimes et qui ne sont jamais appelés qu'il faut vraiment à un moment donné qu'on croise cette offre, cette demande. Et moi, je ne veux pas entendre des dirigeants qui disent ne pas trouver les administratrices. Là, c'était plus sur la progression interne, en fait, la volonté de faire monter des personnes plus haut. C'est effectivement ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, au sein du cabinet, on a une offre pour faire monter en compétences les hauts potentiels, puisque c'est quelque chose qui a été souligné maintes et maintes fois. Et oui, alors j'avais une question par rapport à Pascal Tébé. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a donc un projet de loi de mettre des quotas dans les COMEX. Bruno Le Maire l'a encore indiqué la semaine dernière. Et comment est-ce que ça va pouvoir se traduire réellement dans la mesure où dans les statuts, un COMEX n'est pas une entité juridique à part entière. Donc, comment est-ce qu'on peut légiférer sur une entité qui n'est pas juridique? C'est une excellente question, Lucille. Alors, je ne suis pas un juriste aussi aguerri que vous. Il faudra trouver une façon de traduire pour les sociétés cela. Donc, il peut y avoir des entités opérationnelles juridiques lorsque vous avez un conseil de surveillance et un directoire. Et ça, c'est une piste que je trouve assez praticable, puisque beaucoup d'entreprises ont pris cette forme. Et dans notre secteur de l'assurance ou même de la banque, notre autorité de tutelle réglementaire, autorité de contrôle prudentiel et de résolution, réfléchit à la dissociation déjà du rôle de président et de directeur général et peut-être aussi à ce sujet de conseil de surveillance versus directoire. Alors, c'est une réflexion, mais ça, c'est une façon, au moins pour des entreprises d'une taille très substantielle, d'avoir un cercle juridique. Parce que là, le directoire, c'est une définition, c'est l'instance opérationnelle. Nous avons ce type de structure, par exemple, au niveau de notre groupe, au niveau mondial, en Allemagne, où nous avons un conseil de surveillance qui est un peu l'office du conseil d'administration, mais qui sépare le directoire, qui lui a la main opérationnelle sur l'activité au quotidien. Et là, si vous le faites comme ça peut fonctionner. Après, s'il n'y a pas ce schéma-là, forcément, c'est moins facile à définir. Ah oui, ce sera un vrai questionnement si les quotas doivent être mis en place. Je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet là et trouver des solutions par rapport à des questions importantes. Ça peut être aussi des déclarations. Ça peut être aussi des déclarations complémentaires dans l'index Pénico, l'index d'égalité femmes-hommes, où il y a aussi ce questionnement sur ajouter des questions, notamment sur les taux de féminisation des instances de gouvernance. Donc, ça passera peut-être aussi par ce type de déclaration demandée aux entreprises, à la fois pour indiquer leurs données et puis les communiquer officiellement, les partager de façon transparente. Il est question, moi j'avais assisté à une table ronde avec des experts comptables, les représentants des commissaires aux comptes et des experts comptables, et il avait été indiqué, c'était juste avant le premier confinement, qu'aujourd'hui dans le rapport du commissaire aux comptes, les entreprises allaient être obligées d'indiquer précisément le nombre de femmes dans leur conseil d'administration et dans tout autre comité.
Donc, ça donne ainsi une lecture possible et facile. Exactement. Une transparence sur les données. Tout à fait. Et je voulais aussi poser une autre question à Pascal. Est-ce que vous faites chez Allianz de l'évaluation de conseils d'administration pour justement identifier si l'extra-financier est suffisamment débattu? Vous voulez dire l'évaluation par une entité externe? Oui, de voir un petit peu. C'est une soft law du code AFEP-MEDEF, d'ailleurs. Donc, Eh j'imagine bien, que à ce jour, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour nous, Allianz en France. D'accord. Pour ce qui concerne notre entité mondiale groupe, là, elle est très suivie aussi sur ces sujets-là. Et voilà, je signale qu'elle est aussi très engagée sur tous les sujets autour de la diversité et de l'inclusion, puisque dans le classement qui est fait chaque année par Thomson Refinitiv des sociétés engagées sur la diversité et l'inclusion, donc c'est une notation qui se fait pour les 100 sociétés cotées les plus importantes par leur valeur boursière. Allianz est régulièrement dans les 10 premiers. Dans le dernier classement, il y a quelques mois, Allianz était numéro 7 sur les 100 premiers. Et ce n'était pas un hasard, puisque l'année précédente, le classement était numéro 8. Donc ça, c'est évidemment le sujet autour de l'égalité homme-femme et de la progression des femmes est très important dans cette évaluation. Donc c'est quelque part aussi un bon signal de la représentativité du fonctionnement de notre groupe dans la progression de la place des femmes. Merci Pascal. On va poursuivre avec vous, Lucille. Oui. Donc, on connaît vos engagements, mais peut-être y revenir. Donc, comment et quand vous est venue cette impulsion, vous, chez Laters Associates, de créer vraiment ce département spécialisé pour accompagner ces sujets de féminisation des femmes dans les instances de gouvernance et sur le recrutement aussi de profils qui vont pouvoir féminiser ces instances? Bien écoutez, on était, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2013. La loi Copé-Zimmermann a été promulguée en 2011. Elle allait être effective en 2017. Il y avait un premier taux de 20% qui était demandé aux sociétés cotées, d'ailleurs. Oui. Et clairement, j'entendais justement des entreprises dire ça va pas être possible, il va falloir mettre des femmes pour des femmes. On a fait même ça, des rôles potiches et tout. Enfin, on ne pouvait pas entendre des choses pareilles. Donc, il suffit d'observer autour de soi. Puis nous, chasseurs de tête, on est parfaitement lucides sur le fait qu'il y a des femmes extrêmement légitimes pour les postes de conseil d'administration. Donc, on s'est dit, on va créer cette base de données et le faire savoir et faire en sorte que les personnes, les entreprises viennent chez nous trouver immédiatement les femmes qu'il leur fallait. Et ça n'a pas été si simple, pour être tout à fait simple. Alors déjà pour le SBF 120, je pense qu'il y a beaucoup de cooptation, réseau et autres. Et c'est vrai que nous sommes plus positionnés ETI. Mais comme vous le savez, les SAS ne sont pas impactés par la loi Copé-Zimmermann. Donc il y a énormément de mandats qui échappent aux femmes là. Oui. Et il y a un vrai sujet aussi. Là, Bruno Le Maire souhaitait rajouter un avenant à cette loi Copé-Zimmermann pour que les SAS soient impactés, mais avec la Covid, ça a été relégué au calendrier grec. Et là où il y a un espoir, c'est que les fonds d'investissement, les family office ont signé une charte, la fameuse charte de France Invest, qui oblige les fonds, enfin voilà, ils s'engagent à féminiser leur propre conseil d'administration et comité de direction. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils veulent également féminiser les sociétés dans lesquelles ils mettent des participations. Et donc, encourager les dirigeants des entreprises dans lesquelles ils vont contribuer utilement à la croissance à mettre des femmes. Donc ça nous a semblé être un levier extrêmement important, puisque pour toucher le mid-cap, et moi, je ne suis pas dans le name dropping, je préfère mettre en avant ceux qui font bien. Et donc, à ce titre-là, alors là, je prends ma casquette de lobbyiste, j'interviewe des dirigeants exemplaires et inspirants. Et en ce moment, j'interviewe énormément de présidents de fonds d'investissement qui expriment tout le bien fondé de commencer à féminiser leurs propres équipes et les équipes dans lesquelles ils vont investir.
Donc ça, c'est un espoir pour le mid-cap, même si certains disent que ça va être difficile de trouver des femmes partenaires pour des fonds. Oui, certainement, parce qu'il y en a moins, mais bon, pareil, en travaillant en amont, en préparant, en allant chercher des recrutements à l'extérieur, en fonctionnant avec des duos, en trouvant des femmes de la M&A, rien n'est impossible. Et concrètement, comment vous faites alors vous pour accompagner ces entreprises, pour trouver ces profils, pour emmener des femmes aussi à évoluer dans leur carrière et à se projeter sur ce type de poste? Alors déjà, on a cette base de données de plusieurs milliers de noms, puisqu'il y a à la fois toutes les Françaises que nous avons recensées, et puis il y a aussi les milliers de femmes que je connais, enfin, avec lesquelles je suis en contact via IWF et qui rêvent d'avoir des mandats en dehors de leurs frontières. Et là, c'est extrêmement facile pour moi de les contacter. Et puis, autour de ce recrutement de femmes, là, une solution vraiment qu'on peut apporter de façon concrète et rapide. On a rajouté dans le pôle femmes au cœur des conseils de l'évaluation de conseil d'administration avec des outils extrêmement sophistiqués en neurosciences. Moi, ce que je fais, c'est que je m'entoure des meilleurs. Je pars vraiment du principe que je ne sais pas tout faire, et loin de là, mais je m'entoure des meilleurs. Je suis ma propre vitrine de ce que je peux faire pour les entreprises et également tout un tas de coachs extrêmement compétents qui vont contribuer au leadership des femmes et des hommes, ne cristallisons pas tout sur les femmes, pour leur permettre d'oser aller davantage vers les promotions et les opportunités. Et puis, on a également une formation à la gouvernance qui a tellement plu, parce qu'on a inclus dans cette formation énormément de modules savoir-être, pour son importance en termes de posture, justement de prise de parole en public et autres. Et cette formation a tellement plu qu'elle est diplômante par le groupe Cage Business School maintenant, et elle est délivrée à Bordeaux, Marseille et Paris. Voilà, donc ça, c'est tout ce pôle lié à la gouvernance au sein du cabinet, mais évidemment, on a aussi un énorme pan de recrutement classique de femmes et d'hommes sur des missions de middle et top management. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sujet de femmes me porte. C'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire de façon opportuniste. Je me suis dit, oui, les entreprises vont avoir besoin de femmes. Moi, en tant que chasseur de tête, je suis légitime pour leur trouver. Et plus j'ai rencontré de femmes qui sont exceptionnelles, qui ont souvent 3-4 enfants avec des carrières internationales, plus des ailes de femmes engagées me sont poussées sur le dos et je pense que j'ai vraiment trouvé mon chemin de vie en essayant de les accompagner au mieux. Et c'est vraiment une satisfaction de pouvoir œuvrer sur ce sujet. Oui, oui, et puis c'est très concret et utile aussi pour la performance sociale, mais aussi la performance économique des entreprises. Donc ça, on en est convaincu. Ce qui est très important, c'est surtout de rassembler les femmes et les hommes. C'est vraiment pas de compartimenter. Parce que ensemble, on peut faire des choses exceptionnelles. On partage complètement. Une dernière question et puis après on laisse la parole à nos participants, à nos participantes qui, j'imagine, ont très envie de réagir, d'intervenir et aussi de vous poser des questions sur tous ces sujets. Moi, ce que je voulais juste vous demander à tous les deux, c'est effectivement, on parle beaucoup de la crise du Covid comme un possible frein sur tous ces sujets, justement, de progrès social, d'évolution des femmes dans la société, d'engagement, diversité et inclusion. On se dit que finalement, c'est peut-être plus un sujet ou une urgence dans les sociétés, dans les entreprises, parce qu'il y a d'autres urgences. Il y a aussi des difficultés, des impacts négatifs de cette crise à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Est-ce que c'est plutôt la tendance? Est-ce que vous avez bon espoir? Comment vous voyez cette crise et ce possible risque de recul sur ces sujets? Ou d'avancée, peut-être? Pascal, je vous laisse répondre en premier. Oui, merci. Bien, vraiment sur cette dimension-là, on n'a pas vraiment senti que ça crée un souci, ou en tout cas, on a complètement maintenu notre type de progression, notre type de projet. Sur la réduction des inégalités salariales, on a continué et on s'est même positionné sur le fait qu'à poste équivalent pour la quasi-totalité de nos classes de poste, à fin 2021, les écarts salariaux, qu'ils soient en défaveur des femmes ou des hommes d'ailleurs, parce que ça peut exister aussi, soient inférieurs à 3%.
Et voilà, on venait d'une situation, il y a une dizaine d'années, où effectivement, on était sur des écarts qui étaient beaucoup plus élevés. Concernant la promotion des femmes au poste de cadre dirigeant, alors l'année dernière, ça s'est passé en février-mars, donc au tout début de la nouvelle situation. Donc c'était déjà parfaitement, on va dire, déjà enclenché. Et dans notre prochain exercice, on n'a aucune intention de baisser la garde sur le sujet, de continuer à promouvoir au moins autant de femmes que d'hommes, et peut-être plus, dans les instances de direction. Je prends aussi un exemple concret, puisque nous avons dans notre organisation, nous avons aussi des instances un petit peu transversales pour faciliter la fluidité de la décision, dans le mode agile notamment, puisque l'ensemble de nos activités d'assurance, on les a structurées en six métiers principaux. Par exemple, pour être concret, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne l'épargne et la retraite, tout ce qui concerne la mobilité, la vie quotidienne ou l'entreprise. Et là, à la tête de ces projets en mode agile, nous avons positionné 6 personnes. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on vient de communiquer sur le fait que certaines de ces fonctions étaient avec des dirigeants qui changeaient. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur les 6 systèmes à 3 femmes sur les 6, donc illustrant parfaitement la parité et le mouvement de progression, puisque ces 3 femmes sont toutes nouvelles. Auparavant, nous étions à 1 sur 6, et d'ailleurs, elle bouge, elle va prendre un poste plus lourd dans l'organisation, et du coup, nous avons 3 nouvelles femmes qui sont positionnées dans ces rôles tout à fait visibles et importants. Merci. C'est encourageant. Plus qu'encourageant. Oui, oui, bravo. Lucille? Alors, je serais un peu plus mesurée. Tout le monde n'est pas aussi bon élève qu'Alliance, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'après le premier confinement, là, il y a eu un arrêt sur image sur tout ce qui pouvait être entrepris pour favoriser la cause des femmes. Et on a eu très, très peur. D'ailleurs, justement, l'avenant que Bruno Le Maire voulait mettre a été freiné d'un coup. Donc, ça illustre bien ces freins. Maintenant, avec ce deuxième confinement, au-delà des quotas, aux lois, il y a quand même cette fameuse RSE et l'ESG qui oblige les grandes entreprises et la diversité et le climat à mettre en œuvre des actions qui vont aider à la fois les planètes et puis l'environnement et les people, ce qu'on appelle people. Donc, on voit effectivement des entreprises qui ont moins lâché ces sujets-là qu'au premier confinement, et tous les sujets reviennent sur le devant de la scène. Et là, je suis approchée par quelques entreprises qui ont vraiment, alors ils mettent ça dans la diversité de façon globale, mais ce sont des sujets qui ne sont plus mis sur le côté et qui vont être traités à distance. Enfin, de toute façon, avec cette crise, on est obligé, on n'en voit pas le bout, de continuer à avancer comme on peut. Et puis, il y a beaucoup d'associations et des femmes qui ne lâchent pas. Maintenant qu'il y a eu une brèche qui s'est ouverte, il n'est pas question de faire en sorte qu'on fasse du rétropédalage en arrière, même si on entend certaines trentenaires, alors ça c'est inquiétant, nous dire qu'elles ont l'impression qu'elles sont en train de reculer dans leur entreprise. C'est pas gagné, il y a une avancée, mais il faut rien lâcher. Et puis surtout, et j'en reviens à ça, c'est d'embarquer les hommes à nos côtés, parce qu'il y a quand même énormément d'hommes qui sont pas du tout réfractaires au fait de travailler avec des femmes, ils adorent, bien au contraire. C'est aussi simple que 2 et 2 font 4, que la performance apportée par des femmes et des hommes, elle est bien présente. On ne comprend même plus que ce soit un débat d'ailleurs. Merci beaucoup. On va donner la parole peut-être aux participants, aux participantes. Merci à vous. J'invite Fanny qui avait une question. Si Fanny, vous voulez bien activer votre micro et votre caméra aussi si vous le souhaitez, afin de poser votre question. Donc bonjour à tous, merci pour vos témoignages. Bonjour Lucille, bonjour Sandrine. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir votre sentiment, monsieur, sur le fait que vous ayez un top management qui soit convaincu, de savoir comment culturellement, donc plus sur la couche du management de proximité, vous aviez fait pour rendre effectivement les managers attentifs et même pour vous suivre dans cette progression. Merci pour votre question. Alors, il y a des sujets effectivement autour de
tout ce que je vous ai exposé sur le fait de mettre en avant le rôle des femmes, de se battre contre les sujets autour des rémunérations. Et ça demande un petit peu de fermeté parfois, parce qu'il y a aussi des hommes qui font très bien leur boulot. Et au moment où arrive le sujet des budgets d'augmentation, comme nous diminuons les inégalités, il y a forcément un effort supérieur à faire pour les femmes en moyenne que pour les hommes. Et du coup, voilà, là, ça trouve un sens, d'ailleurs, très concret, très immédiat dans le fait qu'il y ait une impulsion qui soit très forte. Et nous faisons aussi attention à la mise en évidence des rôles modèles et des femmes qui émergent, et à tous les niveaux. Ce n'est pas uniquement celles qui sont à la tête de l'organisation ou dans les rôles majeurs, mais également sur le terrain, dans tous les métiers que nous avons. Nous mettons bien sûr en évidence des hommes, mais nous faisons attention à mettre systématiquement dans tous les types de rôles, quel que soit le métier, les femmes. Nous faisons attention dans les métiers très très masculins comme l'informatique ou tout ce qui concerne la data, les data scientists, les data engineers, qui sont une ressource cruciale maintenant dans la plupart des secteurs économiques, et où il y a dans les instances dans les instituts de formation plus d'hommes que de femmes. Nous faisons attention à ce que la part des femmes soit particulièrement évidente. Donc c'est vraiment un sujet fort. Le recrutement, je vous en ai parlé tout à l'heure, toujours des femmes dans les postes dans les opportunités de postes à pourvoir lorsque nous avons plusieurs candidats. Donc c'est tout un ensemble de choses. Et peut-être je terminerai aussi par, je parlais tout à l'heure de la charte contre le sexisme ordinaire en entreprise. Et suite à la signature de cette charte, et même un peu avant qu'elle soit signée, nous avons démarré dans l'ensemble des instances de l'entreprise et jusqu'au niveau de proximité de management le plus fort, une formation avec des intervenants externes sur le sujet des pratiques quotidiennes autour du sexisme ou des mauvaises remarques ou les éléments qui peuvent parfois aller jusqu'au harcèlement moral. Donc nous avons sensibilisé tout le monde et en fait ça a libéré la parole, parce que lorsqu'il y avait des situations difficiles, évidemment il en existe. En général, les femmes ont été, et ce n'est pas uniquement les hommes qui participaient à ces formations, évidemment, c'est l'ensemble des salariés. Et ça a permis vraiment de prendre la parole. Et parmi les hommes, je suis incapable de vous faire un calcul, mais je pense que vous avez aujourd'hui en France une minorité d'hommes qui sont dans la pensée misogyne. Mais il en existe. Et peut-être s'il y a 10 ans, cela avait un peu une sorte d'impunité quand ils s'exprimaient et les autres n'osaient pas forcément aller en travers de ces paroles, notamment lorsque c'était le manager. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré. Donc la plupart des hommes sont aussi très contents de cette mise en avant du sujet. Merci beaucoup. C'est vraiment important aussi de rappeler que la sensibilisation, c'est tout le temps et c'est essentiel dans ces politiques aussi d'égalité professionnelle dans les entreprises entre les femmes et les hommes. Nicolas, tu veux poursuivre? Bien sûr. Je vois que Sonia aime plus un témoignage qu'une question sur l'importance de l'ESG dans les conseils. Donc, si vous voulez bien activer votre micro et également votre caméra pour nous partager, ça serait parfait. On ne vous entend pas. Alors... Ah, c'est bon. D'accord. Okay. Bonjour à tous et bonjour Lucille, on s'était rencontrés il y a quelques années. Ravie de vous rencontrer ici. Bonjour. Je voulais juste témoigner en quelques minutes, en effet très intéressant, merci pour ce panel. Moi je suis conseiller en investissement d'impact, donc très intéressée par l'ESG. Évidemment, c'est le sujet de tous les jours et même plus loin puisque c'est l'investissement à impact positif. Et à ce titre, j'ai été nommée administratrice d'une société d'investissement qui s'appelle Sophie West, qui dépend du groupe West France, et qui est donc une société d'investissement, et en investissement, en capital investissement non coté, en immobilier un petit peu de côté également. Et ils m'ont demandé, je suis très honorée, de présider leur comité ESG, justement. Donc ils ont voulu mettre en place non seulement bien sûr un processus ESG pour eux-mêmes, société d'investissement, mais bien sûr pour les participations.
Donc, très similaire à ce que vous disiez, Lucille, pour tout ce qui concerne France Invest et les sociétés de capital investissement plus classiques. Voilà, et donc on est vraiment en train de le faire. On a mis en place une raison d'être, une charte fondée sur les valeurs de la société et une feuille de route de mise en place de ESG dans les participations de Sophie West. Donc, c'est absolument passionnant. Et voilà, bien sûr, je suis également en train de chercher d'autres mandats d'administratrice du même genre, ou d'autres genres, évidemment. Et je voulais également, et alors d'ailleurs, sur l'évaluation des conseils, on est également en train de commencer une évaluation du conseil, qui est tout nouveau d'ailleurs pour Sophie West, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Voilà, donc on va voir comment on fait. C'est un petit peu, pour l'instant, c'est une auto-évaluation, mais on prendra peut-être un conseil plus tard. Voilà, donc tout à fait intéressant. Et également, je voulais signaler que je suis très contente de cette loi qui commence qui pourrait se préciser en France, signaler qu'il y a une loi similaire qui est passée en Allemagne. Je ne sais pas si... Oui, dans les COMEX, absolument. Oui, tout à fait. Récemment. Une femme sur 3. Oui, tout à fait. Le COMEX de 3, une femme. Obligatoire pour les sociétés cotées. Ça, c'est juste incroyable parce que quand on sait le retard que l'Allemagne a sur les conseils d'administration, là, ils ont fait très fort sur les COMEX. Vraiment très, très fort. Oui, parce qu'en Allemagne, vous êtes encore blacklisté lorsque vous êtes mère et que vous travaillez. C'est mal vu. C'est ça. Ouais. Au moins dans les 5 premières années de la naissance des enfants. On a une participante, Hélène, qui demande la signification d'ESG. Donc, je ne sais pas si Sonia, vous voulez préciser, parce qu'on utilise tous des acronymes, c'est bien d'expliquer. Oui, bien. Merci pour la question. ESG veut dire environnement, social et gouvernance. Ce sont des critères qui sont appliqués par les entreprises pour faire mieux sur ces 3 sujets. Donc, prendre en compte l'impact environnemental des activités de l'entreprise, mieux faire sur le côté social, le bien-être des employés, et mieux faire sur le côté gouvernance, donc conseil d'administration, et puis gouvernance interne également. Ça, c'est ma définition. Alors, dans l'investissement, on parle plutôt d'ISR, investissement socialement responsable. C'est un peu la même chose. Achetez bien, quoi. Voilà. C'est ça, ce sont tous les critères extra-financiers qui commencent aussi à être clés dans la performance, la mesure de performance des entreprises. Il y a le facteur économique, bien sûr, mais il y a aussi le facteur environnemental et social qui font qu'une entreprise sera performante et durable. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages? N'hésitez pas à en profiter. Peut-être une dernière question, un dernier témoignage pour nos intervenants. Si quelqu'un veut spontanément prendre la parole, activer sa caméra ou son micro. Dans ces cas-là, je vais peut-être dire un petit mot sur les assises de la parité. Alors, allons-y pour conclure. Minutes qui nous restent. Donc, dans le cadre de International Women's Forum, en 2019, nous avons eu nos premières assises de la parité à la salle Pleyel, où la volonté était vraiment de rassembler autant d'hommes que de femmes sur ces sujets. Et ça a été un grand succès dans la mesure où on a eu vraiment beaucoup de ministres, beaucoup d'institutionnels et beaucoup de dirigeants d'entreprises très masculines comme Naval Group, Atos et ING qui ont exprimé leur volonté de vouloir féminiser toutes leurs équipes. Et qu'ensuite, les membres IWF sur le terrain sont allés aider les COMEX de nos sociétés partenaires pour contribuer à cette ère de changement. Avec le Covid, on n'a pas pu faire les assises en 2020, mais là, on va le faire en 2021. Donc, c'est le 6 mai prochain dans un format digital. Ça va être toute la journée et il va y avoir une succession de tables rondes autour de tous les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, mais on va pouvoir ajouter la difficulté des femmes entrepreneurs à lever de l'argent, justement. Un vrai sujet.
Justement, sur ces histoires de quotas dans les COMEX, il y a une controverse. Vous avez des dirigeants qui sont pour et d'autres qui sont contre. Donc, il y aura des tables rondes où on va les réunir. Et ça sera très intéressant d'écouter les arguments des uns et des autres pour ou contre. Et probablement et certainement qu'il y aura des bonnes idées qui vont émerger de cette intelligence collective. Voilà, donc je voulais vous donner ce rendez-vous le 6 mai prochain, mais ça sera largement annoncé sur les réseaux sociaux. Et nous accueillons aujourd'hui toutes les entreprises qui aimeraient s'inscrire en tant que partenaires de l'événement pour avoir leur propre table ronde, pouvoir exprimer ce qu'ils ont envie de dire et bénéficier de l'énorme impact médiatique que nous allons avoir ce jour-là. Merci Lucille, évidemment on relaiera aussi avec Mixity. Merci. Et moi j'ai une dernière question pour la fin, rapide pour tous les deux. Si on est une PME et qu'on veut s'engager sur effectivement féminiser les postes clés de décision dans l'entreprise, est-ce que vous avez un conseil pratique, concret, par où commencer? Qu'est-ce qui est nécessaire de faire voilà, pour se lancer si on n'a pas encore traité le sujet et qu'on ne sait pas encore vraiment par quel bout le prendre? Pascal, vous voulez prendre la parole en premier pour répondre? Je veux toujours bien. Alors, ça va un peu dépendre de la taille de la PME, parce que si c'est une PME de 10 personnes et qu'il y a... Oui, on va dire. Non, une PME de 200 personnes. Allez. Pour une société de 100 personnes, je pense que c'est très utile et nécessaire de valoriser les femmes qui réussissent. Et donc, en les privilégiant dans la promotion, et évidemment aussi en affichant clairement la couleur sur le sujet des mérites au moins égaux des femmes et des hommes, et notamment dans ce qui concerne la rémunération. Ça a été dans l'ordre hiérarchique et chronologique, c'est la façon dont nous avons procédé. Parce que ça devient tout de suite beaucoup plus que symbolique et une sorte d'aspiration un petit peu stratosphérique. Là, on est tout de suite sur des sujets totalement concrets. Et puis, si l'entreprise elle est sur des projets un peu nouveaux, stratégiques, qu'elle a accès à un nouveau marché, qu'elle se diversifie, qu'elle achète une autre entreprise, c'est l'occasion idéale pour mettre en avant des femmes et leur donner des responsabilités dans des choses un petit peu discontinues. Merci Pascal. Lucille? Je dirais qu'à partir de plusieurs centaines de salariés comme ça, il y a un DRH et là, il est essentiel pour le ou la DRH de faire un people review et de vraiment avoir en tête les départs à la retraite pour les remplacer par des femmes quand c'est adapté et possible, d'identifier les hauts potentiels femmes et hommes pour les orienter au mieux et les enrichir pour ne pas qu'ils aillent ailleurs, vivre une ascension professionnelle. Les RH ont un rôle capital à jouer là-dessus. Et tout passe par s'il n'y a que des hommes, il faut recruter des femmes. On ne peut pas les inventer, donc il faut les recruter. Voilà. Et si elles sont là, il faut les faire monter. Merci, le mot de la fin. Donc, merci à vous pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur ce webinaire. Nous avons enregistré le webinaire, donc vous pourrez accéder au replay très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, à la fois pour Mixity, mais aussi évidemment pour nos intervenants. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne continuation et puis on reste mobilisés sur ces sujets pour avoir davantage et rapidement plus de femmes aussi dans les postes clés de décision. Bonne continuation à vous. Prenez soin de vous. Vous aussi, tous. Merci Sandrine. Merci. Au revoir. Au revoir Sandrine. Au revoir Lucille. Au revoir tout le monde.